Le 29 novembre 2015, en compagnie de Bernard Capot. Bonjour Bernard Capot. Bonjour. Vous êtes quand même un auteur de bande dessinée chanceux puisque une bibliothèque à Mortomier a pris comme nom votre propre nom, Bernard Capot. Oui, c'est assez étonnant, mais voilà, au début j'étais très surpris. J'avais refusé au départ parce que je trouvais ça tellement disproportionné par rapport à ma petite réputation, ma petite renommée. Je trouvais ça vraiment trop pour moi. Puis en fait, j'ai quand même accepté, non pas pour moi, mais pour l'honneur de la bande dessinée, parce que c'était la première fois qu'on donnait le nom d'un auteur de BD à une bibliothèque. Et je trouvais que c'était pour le neuvième art que je défends depuis 30 ans. Bah, c'était une très bonne chose, quoi. C'est une reconnaissance de tout votre travail d'auteur local, régional et national. National, je sais pas, en tout cas régional certainement, parce que c'est vrai que j'œuvre pour la BD depuis fort longtemps, et puis bon, que je connais un petit succès dans ma région, et donc c'était surprenant, mais en même temps, j'étais plutôt assez fier quand même, hein. Je renie pas le plaisir que c'est d'avoir une bibliothèque à titre non posthume, je précise. Oui, parce qu'il y a des bibliothèques ou des médiathèques Victor Hugo, mais Victor Le- Hugo se déplace plus Non, pour c'est vrai. Donc, l'inauguration. moi, c'est l'avantage, c'est que je peux me rendre dans cette bibliothèque et rencontrer les lecteurs de cette bibliothèque aussi. Je parlais d'une présence locale et régionale parce que vous êtes enraciné dans le Berry. D'une part, je suis né là, donc à Bourges. C'est vraiment ma région, c'est là où j'ai mes attaches, mes racines. Même si j'ai des origines qui sont assez diverses, dans la mesure où bon, j'ai un papa qui était espagnol et une maman qui était allemande. Mais moi, je suis un pur berrichon et c'est une région que j'adore et que j'adorerai toujours. Mais aussi à un moment donné, vous avez eu un besoin de voyager et de voyager loin. Oui, parce que j'avais aussi le monde à découvrir. Je crois que pour se constituer vraiment une personnalité, une expérience, il faut aller voir ailleurs. Et j'ai toujours été attiré par les autres, hein, pas seulement par les pays, mais aussi par les autres gens. Donc je me suis permis à une époque où c'était possible, hein, où c'était assez facile de voyager le maximum avant de m'installer dans une vie, j'allais dire, quotidienne. Des voyages qui étaient des déplacements, mais aussi des installations, des moments. C'était pas simplement traverser des pays, c'était rester avec, comme vous l'avez dit, avec des communautés de personnes, des gens, Ah oui, ça, vous voulez parler de mon installation dans un kibbutz en Israël, voilà. entre autres. Oui, c'était une expérience que j'avais envie de vivre parce que je m'intéressais beaucoup donc aux autres, donc la vie communautaire m'intéressait. Puis à l'époque, dans les années 70, c'était très à la mode. J'avais fait l'expérience d'une communauté hippie, puisque c'était aussi à ce moment-là un mouvement assez fort qui m'avait complètement déçu. Franchement, j'ai trouvé ça presque ridicule. Donc je voulais connaître vraiment une communauté vraiment établie avec ses règles. Donc le kibbutz en Israël me paraissait intéressant. Je ne connaissais pas du tout Israël, je ne suis pas du tout d'origine juive, mais voilà, l'expérience de ces villages communautaires m'intéressait. J'étais parti pour 2 mois, j'y suis resté 8 mois, j'aurais pu y rester toute ma vie, peu importe, mais en tout cas c'était une expérience vraiment très 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 intéressante et très enrichissante. En 1980, retour dans le Berry, et là, dans un fanzine appelé ABCD, vous essayez de faire en quelque sorte la promotion des BD locales, des auteurs et des dessinateurs locaux. Moi, j'ai toujours été passionné par la BD. Je suis BD-phile de naissance, en fait, hein. Votre papa était illustrateur. Il était illustrateur et surtout lecteur de BD à une époque où la BD était une denrée rare. Donc, moi, je suis né avec un album de BD, en particulier Tintin, entre les mains et j'ai toujours poursuivi cette lecture-là. Ce serait assez long à raconter, mais j'ai fait 36 métiers. Et puis, à un moment donné, comme je savais dessiner un petit peu, hein, quand j'étais petit, pareil que je dessinais très très bien, je me suis dit, j'avais complètement arrêté le dessin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'y remettre. Comme j'adorais la BD,
Je me suis dit, pourquoi pas de la BD? Comme j'adorais écrire des histoires, scénariste de BD, c'était tout trouvé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la BD pour mon plaisir. Ça a mis un peu de temps avant que ça donne des résultats. Et puis à un moment donné, je trouvais que c'était un petit peu trop solitaire. Et c'est pour ça que j'ai créé avec des amis une association qui s'appelait l'ABDC, l'Association pour la bande dessinée du centre. Ah, DC, ABDC. ABDC, Pardon. voilà. Donc, qui était d'abord sous forme d'une émission radio dans une radio locale libre, comme il y en avait à l'époque. Et puis après, on s'est dit, tiens, discuter avec des gens, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée, avec un autre ami, de créer un cours de bande dessinée. Vous testez votre personnage Loïc Franqueur, personnage qui a fait l'objet d'un feuilleton aussi dans la Nouvelle République et qui est arrivé jusque dans les pages de l'hebdomadaire Tintin. Oui, oui, ça c'est une curieuse histoire parce que à l'époque, quand j'ai recommencé à dessiner, je faisais un peu de BD pour mon plaisir, mais très vite, j'ai été contacté par le journal local de Bourges qui s'appelait La Nouvelle République. À l'époque, il y avait La Nouvelle République là-bas, pour faire des caricatures en fait. Parce que, étant donné que, en fait, à l'époque, j'étais chanteur, hein, c'était mon métier, et je connaissais bien le milieu de la chanson. Et à Bourges, ben voilà, on a la chance d'avoir un événement assez extraordinaire qui existe depuis plus de 36 ans, presque 40 ans peut-être, qui est le Printemps de Bourges. Et on m'a demandé donc à ce moment-là ben, si je pouvais caricaturer tous les chanteurs qui venaient au Printemps de Bourges. Bon, après, ça a évolué pour dessiner des personnages politiques. Ça a évolué ensuite dans le dessin de presse, tout simplement. C'est comme ça que je me suis remis, en fait, à dessiner. Et ce personnage Loïc Franqueur a quand même fait l'objet de 6 albums aux éditions du Lombard. Oui, bah, ça c'est la suite en fait de cette aventure avec la Nouvelle République il y a des amis journalistes qui savaient que je faisais de la BD à côté des dessins de presse, ils m'ont dit mais tu devrais proposer une histoire vraiment faite, ciblée pour le lectorat du journal. Et c'est comme ça que j'ai relevé le défi. C'était pas facile, hein, ça m'a demandé quand même 2 ans de travail. Les aventures se passaient à Bourges. J'ai choisi tout de suite ma ville de Bourges parce que c'est une ville d'abord qui est fabuleuse, qui est magnifique, un décor extraordinaire. Et je me suis dit pourquoi aller chercher midi à 14 heures, pourquoi aller sur la Lune alors que j'ai un décor qui est devant moi, dont je connais une grande partie de l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai créé effectivement cette première aventure, Le Roi de Cœur. Un personnage, paraît-il, entre Ricochet et Jérôme Bloch. Ah oui, oh là là, ça ce sont des rapprochements qui m'intéressent parce qu'en plus ce sont 2 auteurs qui sont des amis, donc Dodier et Thibet, notre regretté Thibet. Donc ça me fait plaisir comme référence. Ce qui fait que vous êtes une personne identifiée comme sachant dessiner et à la fois quelqu'un fortement intéressé par l'histoire, les histoires. L'histoire en règle générale. Voilà, et les petites histoires dans l'histoire. Bien sûr, puisque en fait l'histoire est constituée de petites histoires. Mais je dois avouer que quand j'étais lycéen, je ne m'intéressais pas trop à la chose. L'histoire me faisait un peu suer parce que c'était des dates, c'était des choses un petit peu creuses, enfin. Et puis je me suis rendu compte effectivement que c'était passionnant parce que c'était avant tout des êtres humains, des hommes qui vivaient des choses difficiles ou extraordinaires. Mais du coup, cette spécificité au Berry, d'être capable de s'intéresser à l'histoire a fait qu'on vous a demandé, par exemple, la Fédération des commerçants non sédentaires, vous a demandé un album pour raconter l'histoire des marchés en France. Exactement, oui. Ah bah ça, c'était encore une belle aventure, comme chaque album a une histoire. En fait, c'est quelqu'un, un jour, sur le marché de ma petite ville de Saint-Martin, dans le Berry, qui vient me voir en me disant « Monsieur Capot, il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse une histoire sur les marchés. » Bah, je dis oui, bah, ça doit être intéressant, mais franchement, moi, je n'y connaissais pas, c'était pas du tout mon milieu, donc je savais pas trop comment ça se faisait. Puis en fait, ce monsieur-là était de mon village, mais c'était aussi le vice-président de la Fédération nationale. Et le problème, c'était le problème du scénario, parce que ne connaissant pas le milieu, j'avoue que j'étais un peu creux pour raconter une histoire.
Et on a fait des essais avec d'autres, ce qu'on appelle les forains, les commerçants non sédentaires. Bon, c'était pas très très intéressant. Puis en fait, un jour, lui, il m'a amené simplement, il avait écrit de façon très simple sa vie. Pas une biographie, mais sa vie. Puis je me suis dit, bah ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que j'ai raconté une saga familiale qui commence d'ailleurs dans le Livradois et le Forêt. Ça, c'est étonnant. J'avais choisi cette région-là, ces régions, parce que simplement le mot, je trouvais ça très chouette. Et puis en plus, je savais qu'en Auvergne, en règle générale, dans le Massif central, c'est vraiment un lieu de marché. Et c'est comme ça que j'ai fait cette BD-là. La CCI aussi qui vous a demandé un travail, on va pas tous Les les cités, il y en a expliquer, mais beaucoup. la Oui. Banque Populaire, une ville suisse aussi, capitale de l'horlogerie. Le Loc. Vraiment, vous êtes repéré comme un auteur de bande dessinée intéressé par l'histoire et avec un trait assez réaliste. J'essaye d'être le plus réaliste possible. Il faut dire que mon père était dessinateur industriel et il dessinait donc beaucoup de choses architecturales. Spontanément, je veux dire de façon innée, c'est un petit peu l'héritage qu'il m'a donné. Ce petit don de dessin que j'avais, je l'ai mis beaucoup en application justement dans le dessin de l'architecture parce que j'adore dessiner l'architecture. Ouais. Moi, c'est un de mes gros dadas, quoi, l'architecture. Alors, chose que vous avez partagée avec un auteur, Gilles Chaillet. Gilles Chaillet, l'auteur de Vasco, au Lombard. Donc là, c'est une connaissance indirectement par Tintin. C'est plutôt, vous l'avez connu, si j'ai bien compris, à Bourges, lors d'un festival. Non, non, Pas du tout, chez non, non. Tintin. Je l'ai rencontré au journal Tintin, Voilà, puisque d'accord. c'est là j'ai eu la chance, après avoir fait cette BD pour le journal, d'être contacté par le Lombard et de rentrer dans ce journal Tintin, qui était le journal de ma jeunesse. Donc d'un seul coup, je suis rentré en contact et je suis devenu l'ami de tous ces auteurs que j'admirais comme un fou, quoi. C'est miraculeux comme histoire. Enfin, je n'aurais jamais rêvé de vivre ça. Et Gilles, c'est un de ceux que j'ai rencontré tout de suite, avec qui j'ai forcément sympathisé parce que c'est un homme extraordinaire. Donc on était amis depuis plus de 15 ans, quoi. Quand il m'a demandé il m'a proposé de travailler avec lui sur un de ses scénarios. Tombelaine, Tombelaine, qui oui. maintenant existe. Bien entendu, on peut retrouver les albums séparément chez les bons bouquinistes, mais maintenant, on le trouve, c'est chez Casterman, ça, hein, Oui. on trouve l'intégrale. Oui, ça a été fait en intégrale. D'ailleurs, c'était bien parce que en plus c'est arrivé peu de temps avant le décès de Gilles. Et pour moi, c'était une façon vraiment de poursuivre cette relation qui a été vraiment très riche et très belle. Gilles Chaillet vous propose donc un scénario d'après des souvenirs d'une personne de sa famille, je crois. Oh, c'est bien plus romantique que ça, romanesque, j'allais dire. En fait, Gilles a hérité d'une maison dans le Cotentin, à Saint-Valahougue, et il me racontait qu'en visitant cette maison qu'il connaissait pas, dans le grenier, il a trouvé, comme dans les romans, un coffre de marine. Et dans ce coffre de marine, il y avait un petit cahier, et c'était la relation du siège de Pékin en 1900 par les Boxers, parce que son aïeul était secrétaire d'ambassade de l'ambassade française là-bas à Pékin. Et c'est à partir de ce petit cahier qu'il a élaboré ce scénario et qui vous a laissé une grande liberté pour traduire ça en images. Oui, oui, oui. C'est vrai que au départ, j'ai eu très très peur parce que je connaissais bien Gilles depuis tant d'années. Et Gilles a un rapport avec le travail qui est assez assez ardu. Il est très très exigeant, mais bon, ça, il tenait ça un petit peu de son mentor qui était Jacques Martin. Il a beaucoup souffert Il en a reprenant le personnage Guy Lefranc. De Lefranc, bien entendu. Forcément, quand on a été éduqué comme ça, on essaye de reproduire cette éducation-là. Donc, il voulait être aussi exigeant avec moi que Jacques Martin avait été avec lui. Et je lui ai dit non tout de suite. C'est-à-dire, je lui ai dit, on est trop amis, je ne voudrais pas que notre amitié soit gâchée par une relation de travail qui ne me convient pas. Donc, je lui ai dit, toi, tu t'occupes du scénario, moi, je m'occupe du dessin, et tu me laisses faire, tu me laisses ma liberté.
Et il a accepté, ce qui n'était pas facile pour lui, il a accepté. Et ça a été une collaboration de 6 ans qui a été vraiment idyllique. 6 ans, 5 albums, ça donne une cadence quand même assez soutenue. Bah, on dit toujours, enfin, la règle générale veut que, grosso modo, un album, c'est un an de travail. Mais il faut dire que c'est une cadence très très forte. Et moi, je sais que je suis tellement surpris quand je me retourne sur ma petite carrière, là, qui à peine 30 ans, j'ai fait 36 ou 37 albums. Ça veut dire que j'ai vraiment travaillé comme un malade. Il y a eu aussi les Teutoniques avec un scénario de Rodolphe, mais Oui. il y a eu aussi à un moment donné une nouvelle veine, c'est l'adaptation de grands récits littéraires français. C'était en fait un monsieur qui n'était pas du tout dans le milieu de la BD, qui était chirurgien dans un grand hôpital parisien et qui, je ne sais pas comment il avait fait de son compte, avait réussi à avoir des subsides de l'UNESCO pour la protection de la littérature du 19e siècle. C'est un gros truc. Donc il avait décidé de faire adapter mais toute la littérature française du 19e. Ça fait qu'on s'est retrouvé peut-être une cinquantaine d'auteurs à travailler sur plein de projets, des grands romans fleuves du 19e. Et on vous a confié Les Misérables de Victor Hugo. C'est-à-dire que j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait, au départ, moi, je suis un grand fan d'un auteur de cette époque qui est Jules Verne. C'est Jules Verne a bercé toute ma jeunesse aussi, toute mon enfance. Et franchement, j'avais dit tout de suite oui à ce projet dans la mesure où je pouvais adapter une histoire de Jules Verne, quelle qu'elle soit, parce que je les adore toutes. Et puis, l'éditeur m'a répondu: Ah, monsieur Capot, pour vous, on avait pensé quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu. Bon, sérieux, ça voulait dire un peu plus épais comme travail. Donc, il m'avait laissé le choix entre Guerre et paix et Les Misérables. J'ai choisi forcément Les Misérables parce que Guerre et paix, l'histoire est passionnante, mais je savais que ça aurait été un travail, mais alors de titan. Parce que... Il n'est pas guère épais, il est plutôt épais. Oui, il est épais. Non, mais je savais que j'aurais à dessiner des uniformes de l'armée napoléonienne, de l'armée russe d'époque, et là, je sais que j'allais toucher un domaine sensible parce que les érudits, les passionnés de l'époque napoléonienne, il vous massacre pour un bouton oublié. Donc j'ai eu peur pour ma peau et j'ai choisi Les Misérables. Ne réveillons pas la guerre des boutons. Et ce travail a été repris par Télé 7 jours en feuilleton et ensuite a été repris chez Bayard Presse dans Je bouquine. Oui, alors là... C'est curieux. Oui, c'est curieux. Ça, je ne vais pas tout dire parce que c'est une histoire qui est pas très, très amusante en fait. Ça, c'est les aléas dans le monde de l'édition. On n'est pas toujours au fait de tout ce qui se passe dans les coulisses. Et là, j'allais dire, joyeusement, que je me suis fait, comme les 50 autres auteurs, on s'est fait gruger parce que c'est pas du tout ce qui était prévu dans le contrat, quoi. On oublie souvent qu'il y a un éditeur. Et oui. On voit les auteurs. On est heureux quand ça fonctionne bien. L'éditeur, c'est quand même le nerf de la guerre, parce qu'on sait que faire de l'édition, ça coûte un peu d'argent, et un auteur de BD n'est pas quelqu'un de forcément fortuné. Et puis, bon, il y a des circuits, enfin, c'est assez compliqué, donc on est obligé de passer par des éditeurs. Donc, avec tout ce que ça peut comprendre comme lien plus ou moins sympathique. Et en 2011... chez Casterman, c'est vraiment une œuvre qui vous tenait à cœur et qui est réussie d'après toutes les critiques, c'est l'adaptation du Grand Maune d'Alain Fournier. Ah là oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose, c'est un rêve que j'ai porté depuis que j'ai commencé à faire de la BD, donc depuis une trentaine d'années, si ce n'est plus. Je voulais faire cette adaptation du Grand Maulne, parce que le Grand Maulne, j'allais dire, m'appartient en propre dans la mesure où j'habite à 10 km du village natal d'Alain Fournier et que dans le département du Cher, Alain Fournier, ça fait partie de nos racines, ça fait partie de notre sang. Donc je ne voyais pas qui d'autre pouvait
se permettre de faire cette adaptation. Ça n'a pas été simple, hein. Il a fallu que je franchisse beaucoup de Rubicon avant d'obtenir l'autorisation de le faire. Vous avez eu l'idée, une bonne idée, peut-être naturelle, d'aller contacter la descendante d'Alain Fournier pour vous assurer que votre travail recevait sa bénédiction. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que avant, je contactais son père, qui était l'ayant droit d'Alain Fournier, mais malheureusement, le dialogue était rompu parce que la BD, pour lui, c'était vraiment pas le genre de choses d'art qui pouvait toucher à ce grand roman du Grand Môle. Donc, par contre, heureusement, j'ai rencontré sa fille qui, elle, était BDphile, qui connaissait déjà mes œuvres et qui m'a dit oui tout de suite. Et le travail a été facile avec cette personne? Moi, j'avais un total respect pour Alain Fournier. Je ne pouvais pas me permettre d'égratigner cette star de la littérature française et berrichonne. Donc, j'étais le plus fidèle possible à l'œuvre. C'est-à-dire que je n'ai pas touché un seul mot d'Alain Fournier. J'ai choisi mes mots et mes phrases, mais ce sont les mots et les phrases d'Alain Fournier. C'est une adaptation fidèle, je ne sais pas si on peut dire servile, peut-être pas, mais en tout cas respectueuse. Vous avez regardé auparavant les 2 films français qui ont adapté ce récit? Oui, roman. Bien sûr. Je connaissais très bien le film d'Albicoco. Bon, je l'avais oublié un 67, petit peu. C'est ça, 65, je me souviens très bien, puisque je devais figurer au casting. Oui, je m'étais présenté quand j'avais su qu'ils allaient faire ce film-là, et Alain Fournier, Le Grand Môle, tout de suite, je dis, il faut que j'en fasse partie de cette grande aventure. J'avais rencontré Gabriel Albicoco, donc le réalisateur, qui m'avait tout de suite pris, en me disant tiens, toi je te vois bien dans la classe en train de te bagarrer avec le Grand Môle. Alors la bagarre, j'adorais ça, donc je me suis dit waouh, c'est super. Et puis malheureusement mes parents n'ont pas voulu que j'aille tâter ce milieu du cinéma. Donc je suis resté avec cette frustration pendant des années et des années, oui. Pareil, lorsqu'on lit une bande dessinée, on voit le dessin, on voit les textes, mais on oublie aussi un personnage qui était important chez Gilles Chaillet dans sa série Vasco, c'est la personne qui met les couleurs. Oui. Et lui, il avait une coloriste qui était son épouse Chantal de Fachel, qui continue d'ailleurs à travailler qui a repris Vasco, la succession de Gilles pour faire perdurer son œuvre. Son œuvre, et qui a même colorié, on dit comme ça, colorié, oui. Colorié ou colorisé. Colorisé le magnifique album de Gilles Chaillet. Ce n'est pas une BD, mais qui est la reconstitution de la Rome antique à la fin de son expansion. Oui, exactement. Oui, un travail de titan, un travail de fou. Mais Gilles était fou parce que c'était un bourreau de travail. Hein. Il a mis 20 ans pour dessiner le plan de Rome. Ça doit être le 3e siècle après Jésus-Christ, en reconstituant toutes les maisons, une après une. C'était le 3e plan de sa vie qu'il faisait. Donc, et sur le plan, parfois, quand ça a été possible, dire cette maison-là était la maison de Virgile, cette maison-là était la maison d'un tel, etc. Le palais de tel empereur. C'était pas une vision romantique qu'il a fait, c'était une vision d'exégète, d'ailleurs qui a été reconnue par les grands pontes de l'Antiquité romaine, à tel point que il est devenu citoyen d'honneur de Rome. Quand même. Il y a quelques mois, vous avez fait un voyage à Rome. Oui, bien sûr. Alors, je n'allais pas dire que vous l'aviez dans votre poche, parce que ce n'est pas un livre qu'on peut mettre dans sa poche, mais vous avez certainement eu des pensées. À chaque pas, forcément, dès que je voyais une vieille pierre, je pensais à Gilles. Mais Gilles, de toute façon, je pense très très souvent à lui, parce que ça a été une très très grande amitié. Dans l'album d'une série, La Dernière Prophétie, qui a été finie par Dominique Rousseau, dans une des dernières images, si ce n'est pas la dernière, il a représenté Rome aujourd'hui avec Gilles Chaillet dans l'image en train
de faire des croquis de Ah Rome. oui, ça Donc n'ai je pas trouvais que vu, c'était mais un très bel hommage. un beau clin d'œil. Mais ça, c'est ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on peut se permettre aussi, sans le dire aux éditeurs, de faire ce qu'on appelle des private jokes, c'est-à-dire d'amener des personnages. D'ailleurs, au sujet de Tomblaine, ça c'est une anecdote assez forte, c'est que on a découvert j'ai découvert qu'au moment où je dessinais Tomblaine, j'ai un copain dessinateur qui était en train de faire sa propre BD sur le même thème. Donc, plutôt que d'en venir au point, on s'est dit, ben, tiens, on va partager nos personnages. Tu intègres mon personnage dans ton histoire, j'intègre le tien dans la mienne, et ça a été, ça a été vraiment super. Alors citez ce personnage et ce collègue. Alors, c'est dans une série qui s'appelle Le Lys Noir de Brice Gopfert. Et voilà, c'était au même moment, quoi. C'était assez hallucinant, surtout que le thème du siège de Pékin, des 55 jours de Pékin, c'est pas vraiment un truc qu'on lit tous les jours, quoi. Vous avez eu toujours cette idée, tout à l'heure j'ai appelé ça d'une communauté, de faire partie d'un groupe pour faire quelque chose ensemble en toute amitié. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que l'association Bulberry a été créée, que le festival, le salon de BD à Bourges a été créé et qui arrive maintenant même aux éditions Bulberry? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que il faut dire que j'étais un petit peu tristouné parce que moi, pendant presque 20 ans, j'étais l'unique auteur de BD habitant dans mon département du Cher, hein. J'étais vraiment un petit peu comme sur une île déserte. Donc, dès que j'ai pu contacter des amis qui étaient passionnés de BD, on a eu l'idée de créer ce festival pour amener un petit peu plus d'ambiance BDistique dans ma ville de Bourges, parce que c'était une ville qui demandait à connaître mieux la BD. Et j'avoue que ça a pris tout de suite, quoi. On a eu un accueil dès le premier fabuleux avec du monde, et tous les ans, le festival continue et apporte son lot de public et surtout un lot d'auteurs qui découvrent, eux, en même temps, la ville de Bourges, qu'ils ne connaissent souvent pas et qui est tellement belle qu'ils en repartent avec qu'une idée, c'est d'y revenir. C'est mon cas, monsieur. C'est là où j'ai fait votre connaissance. Et c'est normal. Et je n'oublierai jamais d'être rentré dans cette salle. C'est la salle du Duc. Du Duc Jean de Berry, Du oui. Duc Jean. L'organisation aussi, je trouvais très bien. Il y a donc les livres tenus par la librairie. Qui s'appelle Librairix. C'est une spécialisée BD, oui, à Bourges. Tous les auteurs autour de la salle, du côté des murs, qui sont dégagés de ces piles de livres que l'on trouve ailleurs et qui, à la place, ont donc leurs pinceaux, leurs crayons, tout le petit matériel sûr, pour pouvoir faire des dédicaces. La mienne a duré 20 minutes, monsieur. Et oui, je vous en sais gré. C'est normal, c'est comme ça. On essaye, en fait, dans le milieu de la BD, c'est vrai que c'est un peu particulier. Ça nous demande de l'énergie, du travail, mais on aime faire plaisir. Et on ne se contente pas effectivement d'une petite signature, d'un petit mot vite griffonné. On aime bien faire plaisir. Faire plaisir, c'est faire un beau dessin, quoi, pour que chacun rapporte un super souvenir de sa rencontre. Nous, on est là pas pour travailler, ni pour vendre des bouquins. On est là pour rencontrer des gens, notre public, ou des gens qui nous découvrent. Et c'est pour ça que sont faits les salons. Les auteurs qui viennent là viennent par rapport à leur actualité, ou c'est plutôt le compagnonnage, cet esprit-là? C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'était un petit peu de la cooptation, c'est-à-dire que comme le festival marchait bien, qu'il est très très sympathique, on disait, tiens, il faut que tu viennes là, un copain. On est une bande d'auteurs, en fait, au départ de cette aventure, hein. On était 5 auteurs de BD, donc on avait toutes nos relations, tous nos amis, qu'on a fait venir petit à petit. Et puis après, le bouche à bouche fait que quand un festival, on est bien reçu dans un festival, qu'il est sympathique, qu'il y a du monde, qu'on vend bien, qu'on mange bien, qu'on boit bien, hein, parce que dans le Berry, on boit bien, forcément, on est très sollicité, donc il n'y a aucun souci. C'est toujours le premier week-end d'octobre? Le premier week-end d'octobre, oui, toujours. Systématiquement. Systématiquement, oui.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'association qui pilote ce projet tient à ce qu'il y ait des actions auprès des scolaires. Oui, il y a toujours des animations de prévues, des expositions pendant le festival, mais je pense que ça, c'est un petit peu le fait de beaucoup de festivals de BD. Je pense qu'on n'a rien inventé, mais on a toujours su essayer, en tout cas, de garder l'esprit convivial qu'on avait instauré dès le départ, c'est-à-dire de limiter le nombre d'auteurs présents pour que chacun ait le temps de voir l'autre. Cette idée de transmission semble vous poursuivre. Vous donnez des cours de BD à l'IUT de Bourges. Je donne des cours de BD, pas vraiment, je fais des animations et des ateliers, mais dans plein de lieux différents, effectivement, que ce soit à l'IUT, que ce soit à l'École nationale d'ingénieurs, mais aussi à l'hôpital ou dans la prison de Bourges. Vous continuez aussi votre émission hebdomadaire sur la BD dans Radio Recto Verso? Ah non, mais ça, malheureusement, les radios libres ont disparu depuis tellement longtemps que l'émission n'est plus qu'un vague souvenir, mais qui avait vraiment des fans. Ça, J'ai adoré cette période où j'ai fait de la radio. Vous avez commencé avec ABDC, vous avez fait de la radio. Ces temps-ci, vous êtes à Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire, pour 2 mois, 2 longs mois ou 2 courts mois, 3 mois même, je me trompe souvent, de résidence. Et là aussi, vous intervenez auprès des scolaires. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, ça tient peut-être à ma personnalité. Moi, j'ai toujours vécu en groupe, j'ai fait du scoutisme, j'étais enfant de cœur, ça je ne le cache pas. J'ai toujours vécu dans des communautés. Donc, être avec les autres, pour moi, c'est l'essentiel. Ce serait impossible de vivre tout seul. Pourtant, actuellement, je vis comme un ermite à Chazelles, sauf que bien sûr, je rencontre plus de 500 ou 600 élèves. Donc voilà, c'est un érémitisme un petit peu modéré quand même. Vous essayez de les initier à l'art de la bande dessinée, au moins au goût de lire et d'étendre le champ de lecture en bande dessinée. Est-ce que vous essayez aussi de donner le goût de l'histoire ? C'est toujours là-dessus que je me bats le plus. Moi, je dis toujours spontanément, le dessin en bande dessinée est un peu subsidiaire. L'important, c'est l'histoire, c'est le scénario. Excusez-moi, je reprécise, le goût de l'histoire avec... l'histoire la avec majuscule. Un grand H. Effectivement, quand j'ai amené des projets ici ou partagé des projets avec les établissements scolaires, j'ai toujours voulu d'abord que les sujets restent locaux. Et en particulier, en découvrant Chazelles, la première chose qu'on découvre, c'est que ça a été la capitale du chapeau. Donc je me suis dit, on ne va pas chercher midi à 14h, on va prendre le thème général du chapeau et à partir de là, créer des petites histoires autour du chapeau. On voit de plus en plus sur nos écrans des bandes dessinées numériques. On confie une page par jour ou par semaine, chose qui ne se fait plus. Maintenant, l'album sort fini. Très rares sont les albums qui trouvent une parution régulière, feuilletonesque. Oui, parce que en fait, le phénomène est né à la disparition de tous les hebdomadaires qui existaient. À part Spirou. À Spirou qui continue. Mais Spirou ne fait plus guère d'histoires à suivre. C'est surtout des pages de gags. Mais bon, les grands hebdomadaires comme Tintin, bien sûr, où j'ai commencé, qui a disparu depuis longtemps. Pilote a disparu. Et c'est vrai que le principe, c'était de créer un suspense, c'est-à-dire de faire 2 ou 3 pages ou 4 pages d'une BD et il fallait attendre la suite pour avoir la fin. Maintenant, effectivement, la plupart des œuvres BDistiques sortent directement en album, ce qui est un petit peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps de se fédérer un public et de lecture. Donc, c'est plus délicat. L'hebdomadaire était en quelque sorte un banc d'essai. C'est ça, c'était une chance. Voilà, c'était une chance, mais aussi, je sais pas, c'était le plaisir de permettre au lecteur
de s'inventer sa propre BD, c'est-à-dire que en attendant de la suite, l'imaginaire de chacun tournait et on se disait tiens, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être se passer là. On essayait de et ça développait beaucoup. C'était plus du pré-mâché comme l'album l'est actuellement, quoi. Et en même temps, il y avait une échéance à respecter. Et bien sûr, enfin une échéance, on savait que une histoire, il fallait à peu près 6 mois pour la faire passer dans un album, parfois un an, peu importe le temps qu'on attendait, on savait que ça allait venir. Un album, malheureusement, maintenant, on ne sait jamais s'il va sortir l'année suivante ou 10 ans plus tard. Il y a même des séries qui sont chez vous restées en suspens. Le syndrome de Carré. Le syndrome Carré, oui. Carré, il y a un volume. Oui, ben ça c'est Volume aussi... numéro 1. Oui, exactement. Mais les Teutoniques, normalement, auraient dû faire 4 ou 5 albums. Mais ça, c'est la loi de l'édition. Soit c'est parce qu'il y a un manque de succès, ce qui est tout à fait possible, soit parfois c'est des problèmes d'éditeurs qui changent d'optique, qui changent d'idée, voilà, qui passent à autre chose, ou qui mettent la clé sous la porte aussi. Combien on a tous, auteurs de BD, une dizaine d'albums, si ce n'est plus, non achevés dans nos tiroirs. Est-ce que c'est pas un petit peu tristounet? C'est toujours tristouné, puis c'est tristouné d'abandonner. Moi, je sais par exemple, j'avais un grand attachement avec mon personnage de Loïc Franqueur, parce que d'abord c'était une espèce de double. Donc oui, physiquement, il vous ressemblait. Physiquement, moralement aussi, assez. C'était quelqu'un de joyeux et d'intelligent et de sympathique. Donc, on a toujours du mal à abandonner nos séries. Mais bon, c'est la loi du marché. On est des produits avant tout. Faut pas se leurrer, on est des artistes, mais on est du merchandising avant tout. Donc il n'y a pas de pitié pour un produit. Quand il ne fonctionne pas tel qu'on voudrait, s'il ne séduit plus, voilà, on l'arrête. Vous avez dit que vous avez commencé aussi par des croquis sur le vif, des dessins de presse. Ça n'a jamais été édité, ça? Non, parce que ça, c'était le dessin de presse, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui est fait pour durer une journée, parce que ça, c'est dans une page, ça illustre un moment de l'actualité, souvent très très éphémère, et donc c'est fait pour passer, quoi. Vous en avez mis sur votre blog? Je ne sais pas, c'est dommage parce que je pense qu'il y en avait quelques-uns qui étaient plutôt pas mal, que j'aimais bien moi personnellement. Peut-être que si d'aventure j'en ai le temps et le courage et l'envie, je ferai peut-être une espèce de collector de dessins de presse en fait. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez sous votre coude, que vous aimeriez vraiment réaliser à tout prix? Oui. Il y en a un qui m'est très cher, parce qu'en fait, depuis 2 ou 3 ans, j'avoue avoir pris beaucoup de distance par rapport aux éditeurs nationaux, voire internationaux, en tout cas européens, pour me recentrer sur ma région. Parce que ma région, ça a toujours été ma première inspiration. C'est une région que j'adore, le Berry, et qui a toujours encore des histoires à raconter. Et ça, j'ai envie de revenir sur mon propre territoire, en fait. En revenant dans l'histoire passée ou l'histoire présente? Je vais le dévoiler parce que je sais qu'à Bourges, ils ne vont pas m'entendre. Mais non, j'ai très envie je vais certainement le faire d'ailleurs, de raconter l'histoire du franciscain de Bourges, qui est une histoire qui est un petit peu connue, d'un prêtre allemand qui travaillait dans la prison de Bourges et qui a aidé énormément la résistance française par sa bonté en fait. Et en face de lui, il y avait un type infect qui était un Français d'un village voisin qui s'appelait Paoli, qui a été le pire tortionnaire de cette époque-là, quoi. Donc 2 entités, vraiment le bon allemand, le très bon allemand et le très très mauvais français. Donc ce sont 2 destins qui sont assez particuliers que j'ai envie de raconter, bien sûr. Il faudra patienter 4 ou 5 ans. Ouais, 10 ou 15 ans, voyons, peu importe. Parce qu'il est très possible que d'autres choses s'intercalent entre tout ça, quoi. Je vous remercie. Avec plaisir. Qui sait, on se donne rendez-vous au mois d'octobre prochain pour les Bulles Berry à Bourges. Parfait. Au revoir. Merci.